Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle table ronde consacrée à la photographe Viviane. This panel is dedicated to Vivian Maier. Again, for this panel discussion. I have the great pleasure to Le réel plaisir de vous présenter nos deux invités, Anne Marx et Anne Morin. Avant de les présenter, je vais vous expliquer pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Bien sûr que vous savez tous qu'il y a une exposition très importante à Paris en ce moment au musée du Luxembourg. Et pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore vu, que vous aurez la possibilité de la voir. Et il y a un livre très important publié par Édition Delpire, un livre donc en français. Et nous allons parler de cette publication. Donc, Viviane Maier, maintenant, figure dans l'histoire de la photographie. Elle est reconnue comme étant l'une des plus grandes photographes du XXe siècle. Ce n'était pas du tout vrai il y a, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, voire 10 ans. C'était même pas un nom connu. J'ai publié un dictionnaire de la photographie qui a été publié il y a une dizaine d'années. Je pense que Viviane Maier n'y figurait même pas du tout. Autrement dit, son nom est maintenant connu. Son œuvre est connue. Nous sommes tous absolument stupéfaits de découvrir la qualité de son œuvre et son histoire personnelle. Elle a consacré 40 ans de son existence à la photographie. Elle n'était pas photographe professionnelle. Elle était gouvernante. Et vous allez en apprendre plus sur sa vie dans quelques instants. Donc, elle n'était pas une photographe professionnelle, mais son œuvre comprend 140 000 négatifs. Donc, c'est une œuvre colossale. Et elle a pris des photos toute sa vie durant. Et il y a une chose qui est très intéressante dans son histoire. Je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir vu le film documentaire Finding Vivian Maier, un film qui est sorti en 2013 et d'ailleurs a été récompensé de plusieurs prix. Et ce film, qui existe sous-titré dans 9 langues, c'est dire combien son histoire est intéressante et combien on s'intéresse à elle partout dans le monde. Dans le film, on retrace donc l'histoire de sa vie et on suit très précisément comment elle a été découverte, car elle n'était pas photographe professionnelle, elle n'était pas connue en tant que telle, et cependant, elle a pris des photos pendant 40 ans. Elle a été découverte en 2007 et je crois qu'on va justement parler de cette découverte. Elle était encore vive lorsque elle a fait ses premiers pas dans les expositions. Elle n'a jamais su qu'elle allait devenir extrêmement connue, que tout le monde allait voir son œuvre, qu'elle serait reconnue. Et c'est tellement intéressant rétrospectivement avec le recul, sachant que son œuvre, ne savait pas que son œuvre allait être exposée. Elle avait donc 83 ans quand elle est morte, sans avoir jamais su que son nom ferait partie de l'histoire de la photographie. On peut voir son œuvre ici à Paris Photo. Certaines de ces photographies sont dans des expositions. Il y a bien sûr l'exposition au Luxembourg et Anne Morin est là pour nous en parler. Et puis il y a des livres qui ont été écrits sur elle. Il y a d'ailleurs un livre très important qui vient d'être publié
qui vraiment va nous raconter l'histoire de qui est Vivienne Mayer. Et c'est très intéressant d'en parler à la lumière de nos discussions d'aujourd'hui. On a parlé de comment faire en sorte que les femmes artistes soient plus visibles, leur donner une plus grande visibilité. Et donc ça nous ramène au thème de l'histoire de l'art et pas uniquement l'histoire de la photographie. Beaucoup de femmes artistes, lorsqu'elles ont été reconnues, d'ailleurs si vous arrêtez le Monsieur Tout le Monde dans la rue, vous lui dites, pouvez-vous nommer 5 femmes artistes? Il y a des gens qui doivent réfléchir. Alors à Paris, vous savez bien sûr Georgia O'Keeffe, on pourra peut-être citer, on entendra le nom de Louise Bourgeois ou Frida Kahlo. Mais pour arriver jusqu'à 5, ça devient un peu plus difficile. Si vous posez la même question sur des hommes, des artistes qui sont des hommes, c'est beaucoup plus facile pour les gens de vous nommer 5 personnes. Et puis, quand vous regardez la vie de ces femmes et comment elles ont été reconnues et comment elles sont entrées dans l'histoire de l'art, on voit que souvent elles étaient les épouses, qu'elles travaillaient avec leur mari. Par exemple, à Paris, il y a une exposition qui est consacrée à Annie Joseph Albert. Et elle a travaillé elle-même de son côté. Elle était une artiste à part entière, mais elle était toujours montrée aux côtés de son mari. Louise Bourgeois a été reconnue très tardivement. Elle avait 84 ans lors de la première rétrospective au MoMA, 96 lors de son exposition au Centre Pompidou. Et maintenant, Vivienne Mayer, qui est décédée juste avant d'être découverte. Et donc, qui n'a jamais su qu'elle entrerait dans l'histoire de la photographie. Voici un exemple du destin de certaines femmes artistes. Je pense qu'il est important aujourd'hui de leur donner de la visibilité. Et pendant cette discussion, on va parler non seulement de l'œuvre photographique, mais également de leur vie pour mieux comprendre de quoi était faite sa propre vie. Donc, elle n'était pas professionnelle, elle était autodidacte. Et sa vie est vraiment des plus intéressantes. Donc, j'ai invité Anne Marks et Anne Morin. Anne Marks est une auteure américaine. Elle est l'auteure de la biographie dont on va parler, Vivienne Mayer révélée, publiée par l'édition Delpire ici en France. Anne Marks a passé de nombreuses années. En fait, elle était cadre supérieur dans des grandes entreprises et c'est lorsqu'elle a pris sa retraite qu'elle a commencé à s'intéresser à Vivienne Mayer et elle a appliqué en fait toutes ses compétences en tant que spécialiste de la généalogie. Elle a travaillé vraiment, elle a fait un travail de détective et Anne Marks est sans doute la personne qui en sait le plus sur Vivienne Mayer. Elle l'a suivie à la trace pendant 6 ans et cela a donné son livre. Elle était la première à avoir accès aux archives de Vivienne Mayer, tous les documents, toutes les archives photographiques, les enregistrements, les lettres, les journaux intimes. Donc, elle est la référence absolue pour ce qui est non seulement de l'œuvre, mais de la personne et de sa vie. Donc le livre a été publié justement maintenant, il sort donc à l'occasion de Paris Photo, et il sort en anglais le mois prochain, je crois.
Vivian Maier Developed, bon, enfin le titre en anglais, sera publié par Simon & Schuster. Pour ceux qui ne lisent pas le français, sachez donc que ce livre sort en anglais. Et Anne, je vais commencer avec vous, si vous voulez bien. So, one of the reasons. Bon, la raison pour laquelle je suis très intéressée à parler de Vivian Maier, c'est qu'on pense que tout ce qu'on sait d'elle n'est pas juste. Il y a beaucoup de choses incorrectes. Et j'ai fait des recherches pendant 7 ans et j'étais très surprise de voir à quel point Vivian est différente de ce qu'on pense. Elle a été portraiturée dans la presse, dans différentes conversations. Et lorsque John Maloof, avec qui j'ai travaillé étroitement, qui a fait son film Finding Vivian Maier, il a seulement interviewé des gens à Chicago. C'est là où elle est devenue nurse d'enfants. Et plus tard, si jamais il était allé à New York, où elle a commencé la photographie, où elle était née, où elle a vécu la plus partie de sa vie, il aurait entendu d'autres choses. Donc je voulais apprendre des choses sur sa famille et des amis à New York que j'ai rencontrés. Donc je peux vraiment comprendre pourquoi elle a commencé à faire des études, pourquoi elle a commencé à faire des photographies. Voilà. Quelques mots par rapport à sa famille. Parce que pour la comprendre en tant que personne, pour comprendre ses motivations et comprendre son travail, il faut comprendre son enfance. Elle avait une enfance malheureuse, affreuse. Et on n'en sait pas grand-chose. Si vous regardez cette liste, ce sont des choses qui sont prouvées par rapport à sa famille. Illégitime, abandonnée, bigamie, alcoolisme, négligence, maladie mentale, droguée, violence, tout ça, abus sexuels et physiques. Donc si l'on veut comprendre tout ce qu'elle, interpréter tout ce qu'elle a fait et comprendre pourquoi certaines personnes ont pensé qu'elle était excentrique, ce qu'elle était d'une certaine manière, alors il est important de savoir d'où elle vient. Nous n'avons pas le temps de raconter toute l'histoire de la famille, mais je vais vous donner quelques aperçus. La femme à gauche, c'est sa grand-mère française, Eugénie, et elle avait, à 16 ans, elle avait une relation avec l'homme à droite, Nicolas. Ils avaient 16 et 17 ans réciproquement, et elle est tombée enceinte. Et à l'époque, on était particulièrement conservateur, famille catholique. C'était une catastrophe. Et lorsque Nicolas a refusé d'épouser Eugénie, il ne voulait même pas admettre qu'il était le père. La situation s'est beaucoup envenimée. Alors, Marie, la mère de Viviane, est cet enfant. Et elle a vécu une enfance, une vie de honte dans les Alpes. Donc sa mère l'a abandonnée, son père l'a abandonnée dès le début. Et comme je dis, il n'a même pas reconnu cette fille jusqu'à ce qu'elle ait 35 ans. Peut-être qu'ils l'ont même payée afin qu'il admette enfin la paternité. Donc c'est une jeunesse qui a été très endommagée de sa propre famille. Ensuite, elle est arrivée aux États-Unis. Elle est arrivée aux États-Unis et la mère de Vivian a rencontré Charles Maier, le père de Vivian. Il était un type horrible. C'est pas plus mal que j'ai pas de photos. Il était alcoolique, il était violent. Il a perdu tout son argent au jeu. Et les deux n'avaient rien en commun. Marie, qui était très fragile émotionnellement, a été complètement déboussolée lorsqu'elle a épousé Charles. Mais malgré le fait qu'ils ne s'entendaient pas bien et qu'ils se sont séparés rapidement, ils ont eu 2 enfants. Carl, c'est le frère de Vivian. Et vous imaginez bien comment il a été élevé. Quand il avait 5 ans, Mary et Charles l'ont abandonné dans une institution pour enfants en attendant qu'il soit adopté par d'autres personnes de la famille Maier.
Et ensuite, Vivienne est née. Elle arrive donc dans une famille qui est complètement euh, disloquée, une mère instable, un père violent, qui viennent justement de donner un enfant dans une institution. Et ça l'a perturbée pour le reste de sa vie. Quand elle a vécu un petit peu en France et à partir de ses 12 ans, elle est revenue aux États-Unis et elle a été laissée à elle-même. La mère l'a amenée dans une école où on ne l'a pas beaucoup aidée. Elle n'avait pas d'amis. Ils l'ont ignorée. Toute la famille l'a ignorée. Euh, Juste une grand-mère qui a aidé un petit peu. Donc, Vivienne devait grandir tant, tant bien que mal, tout seul. Et elle avait du mal à développer des relations et à faire confiance aux gens. C'est important de savoir tout cela parce que cela se reflète dans son travail. Et moi, j'ai toujours envie de comprendre l'artiste pour mieux le suivre. Et lorsque l'on connaît cette histoire, on voit beaucoup plus de choses dans les photographies de Vivienne Maier. Euh, Elle avait donc du mal à s'exprimer, à créer des relations avec les autres. Donc, elle s'est exprimée par le biais de ses photographies. Et il n'y avait pas beaucoup de gens avec qui elle se sentait à l'aise. Mais qui lui convenait, c'était les enfants. Et si vous connaissez son travail, vous savez probablement qu'elle a fait de très beaux portraits d'enfants. Je suis sûre que dans l'exposition du Luxembourg, il y en a beaucoup. Et ce travail est particulièrement intéressant parce que au lieu de photographier des enfants souriants, tout mignons, elle a pris les enfants dans toutes sortes de situations. Elle les respectait, elle les prenait au sérieux comme si c'était des personnes adultes. Elle voulait savoir ce qu'ils pensaient, etc. Là, vous voyez par exemple un petit garçon qui a dû être très méchant. Et on peut s'imaginer que Vivienne était contente de voir un enfant comme ça, de pouvoir le photographier. Vous avez probablement tous vu des photos d'enfants dans les archives. J'ai vu des photographies tout à fait différentes dans les archives. Elle avait du succès avec les enfants. Elle est de New York, elle est allée à Chicago. Et là, elle a été nanny pour des garçons. Elle prenait des photos de photos qui sont de bébés qui sont dans leur poussette. Ça ne l'intéressait pas des masses pourtant. Et puis, ce qui était intéressant, c'est aussi les ressemblances et les dissemblances entre des jumeaux. Ça fait penser à Diane Arbus, mais Vivienne a fait ses photos environ 10 ans avant Diane Arbus. Une autre chose qui l'intéressait beaucoup, et vous le réalisez peut-être seulement quand vous connaissez tout l'œuvre, c'est la relation entre mère et fille. Et c'est parce que cela montre ce qu'elle n'a pas eu. C'était pas seulement intéressant du point de vue photographique, mais elle a commencé à parler aux gens pour comprendre la relation tellement particulière entre mère et enfant, et plus particulièrement mère et fille. Et elle a demandé aux enfants, vous préférez maman ou papa? Donc c'est quelque chose qui lui importait beaucoup. Et il y a une photo glamoureuse, Hollywood de 1953, on dirait la photo de deux personnes très, très, très heureuses. Ça me fait penser à Susan Sontag quand elle parle de ces photographies qui sont a moment in time, un instant. Et on se demande ce qui s'est passé avec ces gens-là après la photographie. Et cette femme splendide a été mise sous pression de ce que les femmes devaient accomplir dans les années 60. Elle s'est droguée et cette petite fille est devenue
une jeune fille, un teenager, et qui ne voyait même plus sa mère. Donc vous voyez, les images sont trompeuses. Un autre groupe de personnes qu'elle aimait beaucoup, c'était les personnes d'un certain âge. C'est les enfants et les personnes âgées. Quand sa mère l'a abandonnée à l'âge de 17 ans, elle a vécu avec sa grand-mère et ses amis. Et la plupart de ses amis étaient des personnes d'un certain âge. Euh, souvent, on n'est même pas très intéressé dans les personnes âgées ou alors des visages labourés par de belles rides. Mais leur intimité intéressait beaucoup Vivienne Maier. Vous voyez la femme qui est couchée, la tête sous le chapeau de son mari, ou ce couple de seniors, comme on dit aujourd'hui, qui se tiennent par la main. Maintenant, les ambitions professionnelles. Là aussi, il y a eu beaucoup de confusion et de malentendus. Ces ambitions photographiques. On dit que Vivienne n'a jamais cherché à être une photographe, qu'elle ne voulait pas être considérée comme ça et qu'elle ne voulait pas partager son travail. C'est faux. Tout a commencé en France. Quand elle a pris une caméra, elle a passé une année en France en 1950 pour vendre les biens de famille, et Amélie Simon, un mentor pour elle, qui lui a appris à se servir d'une caméra. Et ça, ce sont des cartes postales. La plupart des photos qu'elle faisait à l'époque, c'était des paysages français. Et vous voyez, c'est de l'autre côté, c'est présenté comme une carte postale. Donc, elle a commencé une sorte de petit business. Et quand elle est revenue à New York, elle voulait justement créer cette affaire de vente de photographies sous forme de carte postale. Elle a photographié des ponts, il y a de belles photos du début, quand elle a utilisé sa première caméra. Et à New York, elle avait deux mentors. Carol Jeans, une photographe de célébrité, elle était allemande, et en bas, c'est Geneva McKinsey qui regarde en fait les photographies de Vivienne sur cette image. Et elle a imprimé les tirages. Et Simon à Champsaur disait: je ne trouve pas un imprimeur assez bon à New York. Donc elle écrit à Simon en disant: je voudrais faire ce travail avec vous et je vous envoie tous mes négatifs afin que vous puissiez imprimer les cartes postales et puis vous me les renvoyez et je vais les vendre. Le fait qu'elle n'ait pas trouvé un bon imprimeur dans New York, ça veut dire qu'elle n'était probablement pas une bonne femme d'affaires et que son affaire n'a jamais démarré. Mais elle est ici dans un magasin où on peut prendre des leçons de photographie, mais elle ne l'a jamais fait. Et elle a suivi certains photographes, elle a appris sur le tas, elle les a observés, elle a cherché à les imiter, elle les a interrogés. Il y a beaucoup de ces choses dans son portefeuille de New York. Après, elle est allée à Chicago. Il n'y a plus d'autres photographes qui apparaissent dans son œuvre. C'est différent. Elle ne s'est plus jamais impliquée dans la communauté des photographes. Là, vous avez une photo très très connue. On pense que c'est un couple romantique dans Central Park. En fait, c'est une pub. Et si vous regardez le contexte, tout le monde porte un manteau épais, c'est la mi-mars. Et là, c'était une pub de printemps pour ce couple. Et Vivienne a pris 5 images, elle les a vendues pour $1. Et il est très difficile à savoir combien elle a gagné avec sa profession.
Mais là, vous avez une petite preuve, vente pour $1. Et puis, elle a aussi fait du photojournalisme. Elle était très obsédée par les célébrités toute sa vie. Là, sur la gauche, la première de Active Love avec Kirk Douglas et Danny Robbins, actrice française. Et en bas, vous voyez comme elle se pousse à travers les, les fans pour avoir sa photo. Elle est tout à fait agressive et puis elle essaie de trouver la personne qu'elle veut photographier dans un cadre un peu plus intimiste. Et elle a fait ça très souvent. Elle s'introduisait subrepticement sur des scènes de tournage pour prendre ses photos. Et je pense qu'elle aurait été une paparazzi fabuleuse. Peut-être qu'elle aurait réussi si elle avait travaillé pour un média différent. Et Luigi était là aussi à la première de et la fameuse photo sous la marquise. Et puis Ava Gardner qui regarde Vivienne en se demandant qu'est-ce qu'elle fait. Et Greta Garbo, elle a aussi réussi à voler cette photo dans la rue. Des années 50, 60, 70, 80, ces années dont vous avez parlé. Elle s'intéressait aussi aux portraits, photographie de portraits, et elle cherchait les modèles, entre guillemets, pour faire leurs portraits. Et puis elle faisait 3 photos par personne et elle photographiait aussi une jeune nanny et avec différentes poses, différents habits. C'est comme si Vivienne voulait faire une sorte de photo de star. Et c'est un peu ce qu'elle a fait parce que 2 mois plus tard, cette femme a quitté New York, elle est allée à Hollywood. Et je vais vous montrer une toute petite vidéo et vous verrez, vous entendrez ce qu'elle dit. Los Angeles est très ennuyeux, c'était pire dans les années 20. C'était pas une ville, c'était une hick town. Et quand on va à Beverly Hills, à ce moment-là, on veut démarrer et puis on va à New York. Mais pour les pauvres, Los Angeles est un lieu affreux. Il n'y a pas de transport, il y a des grandes dénivellations. Et si vous ne faites pas partie des beaux et riches, vous êtes laissé en marge. Alors, est-ce que c'est la voix que vous attendiez? Eh bien, pour moi, c'était une vraie découverte de découvrir ces bandes et découvrir ça. Pardon, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'il faut comprendre maintenant? Qu'elle voulait être une photographe professionnelle, c'est ce que vous voulez dire? Oui, oui, tout à fait. Et je voudrais ajouter une chose. Les gens ne voulaient pas partager les photographies, mais elle les partageait avec ceux qu'elle connaissait, mais pas ce qu'elle avait destiné à son business. Mais il y a des gens qui ont maintenant des vintage prints de Vivienne Maier et les gens possèdent de véritables trésors. Donc, encore 2 découvertes rapides que j'ai faites. Tout d'abord, ces autoportraits. Vivienne utilise les autoportraits comme un autre moyen d'expression pour jouer avec son identité et un moyen de créativité. J'ai commencé ma recherche. Jeff Goldstein et John Lewis ensemble des 200 portraits. Mais lorsque j'ai vu tous les archives, j'ai trouvé 585 autoportraits. Et je les ai tous réunis dans cette photo. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir que vous n'avez jamais vues.
Et les autoportraits sont particulièrement intéressants parce qu'elles sont en relation directe avec sa vie. On va juste regarder les différentes étapes de sa vie. En haut, c'est la France, une femme française. Ensuite, les quatre à droite sont à New York. Là, c'est quand elle voulait être une photographe. Et là, elle s'est presque toujours photographiée en tant que photographe, ce qu'elle n'a plus jamais fait après cette période. Elle n'a pas tiré beaucoup de ses photos, mais celle-là, elle les a fait imprimer pour elle-même, tirer. Ensuite, elle est allée à Chicago. À gauche, elle est en tant que nurse très heureuse pendant 11 ans et on dirait qu'elle est plutôt contente. Mais ensuite, quand elle a quitté la famille Gainsbourg, eux, ils avaient l'impression qu'elle n'était pas fâchée ou triste parce que les enfants étaient grands. Mais dans les archives, on trouve qu'elle était vraiment très déçue et perturbée. On le voit dans ses autoportraits pendant plusieurs années. Elle fait des autoportraits très sombres et elle se met dans des environnements très impressionnants. Au milieu, c'est sur la plage avec une portail là, mais elle n'est pas seule, il y a des gens à la plage. Donc elle a créé cette impression d'être seule au monde. Et ensuite, au milieu des années 70, elle est stabilisée, si j'ose dire. Elle a changé de métier, elle a fait des photos en couleur, elle a commencé à tourner des films, à faire des enregistrements. Et elle est devenue très créative dans ses autoportraits. Elle travaille avec toutes sortes de choses. Et quelquefois, c'est même un petit peu avec l'œil qui frise, comme si elle se moquait d'elle-même. Et les histoires qu'on raconte la trahissent un petit peu. Elle était très heureuse à la fin de sa vie. Et la dernière chose que je voudrais citer, quel genre de personne elle était. On dit qu'elle se sentit marginalisée, qu'elle était amère, mais c'est pas vrai. Elle était plutôt contente, détendue. Elle a laissé de côté sa famille et elle a créé une nouvelle vie pour elle-même. Elle est une personne très intelligente, elle a de telles ressources qu'elle a fini par pouvoir aider les autres. Elle ne s'est pas vue comme une personne qui avait besoin d'aide, elle était en avance sur sa vie. Là, vous avez des images, elle a aidé des pauvres, elle a aidé les ouvriers, ça c'est à New York, et beaucoup de personnes se sont posées des questions par rapport à son intimité, mais en fait, elle n'avait pas de difficulté avec ça. Elle montrait ses photos librement. Mais dès le début des années 50, elle prenait des photos mixtes. Personne ne le faisait. Les droits civiques étaient seulement mis en place dans les années 60-70. Elle a montré des enfants de toutes les couleurs, des hommes noirs comme héros, des Indiens. Elle a photographié environ 12 tribus indigènes. Et pendant toute sa vie, pendant ce travail en couleur, c'est assez poignant. Ça montre des prises de position, des statements pour la société. Donc aussi la différence béante entre les suburbs et les riches. Ensuite, quand elle était avec la famille Gainsbourg, il y a eu la loi sur les droits féminins et vous voyez que dans son travail, elle montre les femmes en tant que héros. Et là, un petit regard sur la politique. Elle s'intéressait énormément à la politique et elle détestait Richard Nixon. Elle était tellement contente quand il a dû se retirer qu'elle a pris son
enregistreur et elle a interviewé des gens dans la rue. Et je vais vous laisser écouter. Qu'est-ce que vous pensez de cette démission de Nixon? Puis il a été démis de ses fonctions plutôt. Vous avez quelque chose à dire? Non? Vous voulez vous exprimer par rapport à ça? Ça n'aurait pas dû arriver, dit le monsieur. L'interprète n'entend pas assez bien. Vous avez quelque chose à dire? Je ne sais pas. Vous avez une opinion? Ça lui ressemble tout à fait. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en ayant écouté tous les bandes enregistrées, que dans ses interviews, c'est elle qui parle la plupart du temps, tellement elle est enthousiasmée. Just before we Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Vous dites qu'il y a beaucoup d'opinions qui sont erronées sur elle-même. Est-ce qu'elle avait des journaux intimes, des mémoires? Est-ce que vous avez lu ce qu'elle a écrit? Comment avez-vous pu tirer ces conclusions? Parce que vous avez l'air assez sûr de vous quand vous dites qu'elle était heureuse. Alors comment vous êtes parvenu à cette conclusion? Elle ne l'écrivait pas, mais elle a laissé beaucoup d'artefacts dans ses vêtements, des petits mots qu'elle s'écrivait sur ce qu'elle avait lu, et on pouvait en déduire certaines choses. Et j'ai vu des photos qu'elle a prises quasiment tous les jours de sa vie. J'ai vu quelques 140 000 photos, et ça vous donne quand même une idée de qui elle était. Et puis j'ai interviewé beaucoup de personnes qui l'avaient connue. Et là, c'était difficile. C'est vrai que c'était très contradictoire ce que j'entendais. Et moi, c'était bien la difficulté, c'était comment réconcilier toutes ces choses très contradictoires. Mais j'ai eu le sentiment de pouvoir vraiment en tirer une image cohérente à la fin. Donc vous avez vraiment passé au peigne fin le travail photographique. Nous allons maintenant parler de l'exposition que Anne Morin a organisée et dont elle est la commissaire pour le Musée Luxembourg. Alors Anne Morin est commissaire qui est spécialisée en photographie. Vous êtes directrice d'ICROMA qui est spécialisée en photographie internationale, enfin en exposition internationale photographique en Espagne. Vous avez travaillé pour beaucoup d'institutions, par exemple à Berlin, à Moscou, au Musée national de Pouchkine, au Jeu de Paume à Paris, à Gênes. Et vous avez donc organisé de nombreuses expositions qui sont consacrées soit à des artistes, c'est-à-dire des expositions solo, par exemple Bérénice Sabotte, Robert Doisneau, Lartigue. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de femmes dans cette liste d'expositions que vous avez, pour lesquelles vous avez été commissaire. Et vous avez travaillé sur Vivienne Maier pendant de nombreuses années. Et donc l'exposition au musée du Luxembourg n'est pas la seule exposition. Vous en avez organisé d'autres qui lui sont consacrées. Alors, nous voulons vous écouter, savoir ce que vous avez découvert dans ces archives dans le cadre de vos recherches. Je vais parler en français. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous à cette conversation. Thank you for being here and joining us for this panel discussion. So I can't start this short presentation without thanking all of the partners who've made this evening possible. Paris Photo. We're very pleased to be part of this window on the world after 2 years of dark times. And the project Women in Motion is also contributing to give visibility to women artists and women photographers.
And of course, I'd like to thank the mayors and the museum, the Luxembourg Museum, that have made it possible. And this is basically the result of 10 years of research in her archives. So to give you a little bit of background on what was involved in this deep dive into her archives. In 2007, when the archives were unearthed, all of a sudden, it came up almost from underground, so to speak. And 10 years later, this sort of undergrown route has turned into a forest, so to speak, because the exhibition at the Luxembourg Museum is truly a full-grown tree, branching off in many directions. It's an architecture that has blossomed. I started working on the archives as early as 2011, and I became acquainted with the archives gradually. So first, I looked at a certain part of the archives so I could set the basic outline of architecture, which is quite theme-based, very thematic. And then when the museum reunion contacted me to try to present a vision of Vivian Maier, I was able to access the entirety of the archives. And I saw the archives in their full complexity and richness. And it took a great deal of time to try and tease out all the specifics of it. And so initially our approach was somewhat simple. From the outset, we had simply put her in the very simple category of a street photography, and I don't think that that is what makes her specific. First of all, her French origins, and that's why Anne Mark's biography, that is a result of several years of investigation, has shown that the presence of French culture was something that was very important. It was really part of the identity, and it was really very specific to these archives. And I really wanted to highlight that in the exhibition. So all of the hours that I spent in the company of Vivian in her archives, looking through her photographs by listening the recordings, some of which you heard tonight, and looking at her Super 8 films, and going through all this, all of the parts of the archives, the objects, and because she was truly obsessive as a collector. And it showed to us that in a way, Vivian was almost like a rag picker of the 19th century. And if she was almost like a rag picker, that is somebody who was a compulsive collector, I had to sort through it all. So I had to try and figure out what was specific, particular about her collection. I would like to look at the themes that seems to be recurrent in her archives. I think she was a photographer who was really grounded in where she lived. And I discovered this almost indirectly in Anne's book and this world trip that she takes, so she goes on in 1959, takes her from Venezuela to Egypt, to Tibet, China, Philippines. And this was a period of intense creation for her. And this trip is something that I was very intrigued by. And I couldn't find images that were photographs taken by her that had the same kind of visual acuity or sharpness as those she took in Chicago and New York. And this is why I came to conclude that she was a profoundly urban animal, that she really knew the geopolitics, that she knew the area where she lived.
So Anne talked a little bit about the major themes in her work. Um, you saw this recurring theme, and Gilles Deleuze talks about this ritournelle. It's a refrain that comes back incessantly. So it's the music that is local to a place. And I think that Vivian Maier constantly, and during the 45 years of photographic worth, 1950 to 1994, the last contact, she's her dated of that time. So this kind of a refrain of this local refrain is led her to really deal with some of the same themes. She's constantly going over the same themes: the self-portraits, the street scenes, childhood, portraits, body movements, the presence of film in photography. And these are some of the things that I was able to outline after 3 years of work. Architecture. The architecture, rather structure of her work is quite clear. It's much more complex than it might have seemed at first sight. So before talking about the thematic areas, particularly the street scenes are probably one of the richest and that has the most narrative to it. So what makes her work so specific, aside from the fact that she sort of straddles French culture and American culture, is that she's basically in an ongoing conversation with film. And even if she starts looking at film in the 1960s, just in the way of in which she looks at the world, she inhabits space. And I think she has a relationship to the geopolitics. The space is very specific, very characteristic. So we see that she's constantly returning to the same areas, and how she reproduces the same image. So the memory of what there is on the retina is very interesting in these archives that have about somewhere between 120 and 130,000 photographs. And this is maybe 1/3 the amount of Robert Doisneau. And this is absolutely incredible for an anonymous, invisible, unknown photographer. She left behind 2,500 films that were never developed and were developed later on after she died because they required very special lab work and very special handling. So she herself never saw some of the photographs that she took, and some of the prints that we were able to make later on are repeats of some of the images. So she does tend to repeat. And I have a question on street scenes. Were these streets that she walked daily? I mean, her known neighborhood that was part of her daily life? Were these the places that were home to her? Or were these places that she goes exploring? In other words, neighborhoods that she would not be her own neighborhood. Of course, when she lived in Chicago and Highland Park, which was, of course, the better neighborhoods near the lake. And then when she went into the more working class neighborhoods of the city, this question is an answer to what Hélène Lévy could have said applied to Vivian Maier. I take photographs in working class neighborhoods because that's where life is. I don't take pictures in the elegant neighborhoods because there's nobody in the streets, and even less so in the business centers because people were moving about too quickly. So she didn't necessarily live in the neighborhoods that she went to,
but the social fabric that was really the blackface of America in the 1950s and 1960s is something that she was keenly interested in. If we look at the portrait to the person on the right with the beard, so this is not the American dream of 1950s, and she's not part of this world either. And then if you look at the way he's facing her, it's almost as if she's projecting her own face on their face. And then next to that, there's a very interesting image from the end of the 19th century that's in Chicago archives. And this was part of her property. It's a studio photographed, taking, or rather that tells us a lot about how she, her composition in cropping. Just like with the first image on the left, this person from the Berry region in France at the end of the 40s is already showing a certain typology, because as early as the end of the 1940s, she'd already, her signature, so to speak, and that is consistent throughout. And then the question of movement and gestures. I had not seen it in the first exhibitions that were organized, simply because we hadn't seen all of the archives, because there were legal considerations that entered into play. But you can see that she anticipates. She's there maybe a fraction of a second before the decisive moment. Because I see not just street photography, but there's the whole notion of gestures. For instance, this picture in 1960 is prefiguring something very interesting. We always talk about film, the simultaneous nature of things. Childhood, of course, is a major theme. And Tarkovsky said something absolutely incredible that could be applied. He says that children, just like boys, don't look at the world, they discover it. And that's exactly what Vivienne Maier does her whole life. And it's the proximity and the immersion to the world of childhood that makes it possible for her to bring out something extraordinary out of the ordinary. And here I'm quoting Victor Hugo, and I think it's very apt to describe her vision, the extraordinary out of the ordinary. Anne talked about her self-portraits, and I think the self-portrait that is the very beginning of the exhibition in the Luxembourg Museum is fascinating. It reveals such richness. Her typology, her vocabulary is so complex, not only in the way she represents herself, where somehow the passage of time is connoted, but the way in which she indicates her presence, because she was invisible, she was anonymous, she had no public existence. She lived almost indirectly or vicariously. She served others. She did not have an opportunity to live through her own identity. And I think this repeated attempt through the photographic image to represent herself, it is a wink. It is an act of resistance in this period where she was never accepted, just as we could see that with the blackface of American society of that time. And it can be very minimalist, like the shadow that
or all the way to the placing of her image within the image. And here again, it involves the mechanism, the photograph mechanism, and fragmentation and repetition. Yeah, but we're seeing that she's exploring, she's playing with the camera, she's experimenting. There's a lot of creativity there. An amateur photographer would not be toying with this. Yes, I think it's playful, and I think this is true throughout her practice. It's fluid. She's always reinventing or experimenting. She's never static in a certain formulation or a certain typology. She has the same themes, but she addresses them or broaches them differently. So she's very creative. She's constantly renewing what she's doing. So developing a language, and then I won't go on too long, but there are three periods, so to speak. I talked about the first photographs around 49, 50, and they show a very clear and precise language. And then there's a second period that I think is very fascinating, and this is probably when she was a nanny with the Ginsbergs. And here, time seems to be compressed. And she brings in film into her photography, working in color, film, and movement. It's very clear, and we show it clearly in the exhibition. And the last period is when everything has been exhausted. It's Beckett. It's the end of a whole arc of life, and it's a recounting. At the end of her life, in the last photos that she does, we really see that she's exhausted every possible means. She's repeating the same image. They're very minimal stagings. Now she would take a newspaper, she would turn a page, she would shoot. She was a kind of at a standstill, or she was treading water. She'd seen everything, and she'd exhausted the resources, and she seemed to be going around in circles. And this is the last period where the figure or the character is simply abandoned. And I think these three periods are very interesting because they show us how the progression of language is horizontal. It's not vertical. And it's a progression also through the different geographic locales. About this, what do you feel about why did she stop making photos? D'après vous, pourquoi est-ce qu'elle a arrêté de prendre des photos? Je pense que c'était dans les années 80, mais elle est morte seulement en 2009. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas branché. Dans les années 90, elle a diminué son rythme. Elle avait déjà 70 ans passés et en 95, elle a arrêté de travailler. Mais plus personne ne voulait l'employer. Elle était une vieille dame. Elle voulait s'occuper d'autres vieilles dames ou de jeunes enfants, mais ce n'était plus possible. Et le travail, c'était sa vie. Quand elle s'est arrêtée de travailler, elle a arrêté de prendre des photos. Et pendant les 10 dernières années de sa vie, elle n'a fait ni l'un ni l'autre, ni travailler, ni prendre des photos. Je pense qu'elle était en bout de parcours. Elle était plus âgée. Beaucoup de personnes pensaient qu'elle n'avait pas les moyens de le faire, mais c'est faux. Elle a d'ailleurs laissé un peu d'argent quand elle est morte.
Et donc, c'est faux de dire qu'elle n'avait pas les moyens de conserver toute son œuvre photographique. Ce n'est pas vrai. Et elle était vraiment épuisée. Vraiment épuisée. Et elle avait tout épuisé. Quand on a pris des photos pendant 60 ans, c'est très longtemps. Terminer cette petite présentation. This short presentation, our intention right from the beginning was to project her work in the history, into the history of photography. And this is something that we wanted to do right from the beginning. Malou Greenberg, that was our goal. And I think this exhibition contributes to this mission and also is going to enable us to reach a certain visibility and really gives the full force of the complexity of her work. And I think that the tree-like structure of her whole work will continue to grow. I think there are things that have yet to be discovered, and some things that will be brought to light. And I wanted to say one thing that I think is very beautiful, and that I take from Virginia Woolf, who says that women were connected between themselves, and a woman just has to push back the limits of her freedom to pass on the baton to the next woman who will take it even further. And I think that Vivienne Mayer is absolutely part of that chain, of that continuity, but she brings something new to the history of photography. On the one hand, she never intended to be part of the history of photography, but she carries in her all of amateur photography, but with a distinction. This amateur photography is a work. It's a work because it's consistent, it's regular, knowing that women photographers, at least the pioneers, who really made the history of photography, and come back and become visible again after a certain maturity. And Vivienne forged that language because others had done that in different environments. But I think it's very important historically because it really is very important in terms of amateur photography. And I wanted to show a few images that also take us back to what we heard earlier in the previous panels. How did women enter into the history of photography? First of all, because of their technical contribution, and then they moved on to other areas of creativity, of thinking. And this is something that's very important to us, not just for Vivienne Mayer, but for Atkins, Marie-Linda Baroness Abbott, and Tina Mahoti. And I think we've done a really beautiful job with Vivienne Mayer, and it's really an honor to have this exhibition and to speak to you tonight. Thank you. Before we say goodbye, I have a very last Avant de question. dire au revoir, j'ai une toute dernière question, parce que nous sommes ici à Paris Photo et on parle des tirages, de vendre des tirages pour les collections, etc. Donc dans l'exposition, on parle aussi de l'estate, de l'ensemble des photos de Vivienne Mayer. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer où vous en êtes avec l'héritage, avec les héritiers? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Où en êtes-vous? C'est assez compliqué, le legs de Vivienne Mayer. Eh bien, en gros, nous n'avons jamais trouvé un héritier proprement dit. Et dans ce cas, les administrateurs à Chicago gèrent son legs. Mais Goldstein et
Jack Malouf avait le droit pour les négatifs. Donc, à moins que les deux se mettent d'accord, on ne pourra pas avoir de photographie. Donc, ils sont en train d'élaborer des accords pour le moment venu. Personne ne s'est encore présenté en tant qu'héritier, mis à part, justement, les héritiers du grand-père de Vivian, celui qui ne voulait même pas accepter la paternité de la mère de Vivian. Ce sont justement ces héritiers à lui qui réclament maintenant les droits, et ça fait déjà, je ne sais pas, 6 ou 7 ans que ça dure. Et encore ce mois-ci, il y a eu une audition à Chicago par rapport à ça. Et cette personne cherche toujours à prouver qu'ils sont les héritiers légaux. Mais elle avait un frère, mais nous ne savons pas si elle a été mariée ou s'il avait un enfant ou même un enfant illégitime, et cette personne serait complètement en haut de la liste des héritiers. Donc il faut être très très prudent, que quelqu'un ne cherche pas à gruger tout le monde. Donc on va probablement laisser les choses ouvertes jusqu'à ad vitam aeternam. Donc on n'a pas de résultat pour le moment. Bien, merci beaucoup Anne Marx, Anne Morin. Encore une fois, voici le livre. Donc Anne Marx, vous allez maintenant au stand de Delpire, qui est juste à côté. Donc si vous souhaitez acheter le livre et le faire signer par Anne Marx, vous pouvez le faire maintenant. Et avant de quitter Paris, si vous êtes ici, n'hésitez pas, n'oubliez pas de rendre visite au Palais du Luxembourg. Regardez, prenez votre billet sur Internet parce qu'il y a des longues queues